Et le troisième invité, on va expliquer sa présence quand même. Hugo Manos. Bonsoir, monsieur Hugo Manos. Monsieur Laurent. On ne va pas cacher qu'Hugo Manos est en plus mon compagnon, mais on s'est dit cet après-midi avec Marc-Olivier Fogiel que je n'étais pas forcément le plus adapté pour parler de ce sujet, parce que Booba et Magali Berda, même si j'ai déjà eu la chance de vous recevoir une fois pour la sortie d'un livre, c'est pas, on va dire, le domaine dans lequel j'excelle, et qu'il fallait plus jeune que moi. Ils sont sympas de m'avoir dit ça à BFM TV. Il faut quelqu'un qui s'y connaisse. Alors Hugo Manos, en tant qu'influenceur, va m'aider à comprendre cette affaire. Vous pourriez la résumer d'ailleurs, Hugo? Alors, je vous vois, pour information, je ne suis pas influenceur parce que moi je ne fais pas de placement de produit, ou en tout cas très très peu, donc je ne me considère pas comme influenceur. On donne souvent l'appellation influenceur à toute personne qui a pas mal de followers sur les réseaux et qui met un peu en avant sa vie. C'est pas toujours le cas. Hein. Les placements de produits, c'est quelque chose de très particulier dont on va parler. Peut-être qu'on peut remettre. Maintenant il y a une définition légale, mais quand même pour resituer un petit peu le contexte. Le rappeur Booba a donc été mis en examen pour cyberharcèlement, et c'est vous, Magali Berda, qui l'accusez de harcèlement. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes la fondatrice de Shona Events. C'est vous, celle qu'on appelle la papesse des influenceurs. Vous mettez en relation les influenceurs avec les marques, et de l'autre côté, il y a le rappeur Booba qui lui se voit comme un lanceur d'alerte face aux pratiques commerciales trompeuses de certains influenceurs. Il est donc mis en examen aujourd'hui, ça a été hier soir d'ailleurs, et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de rentrer en contact avec vous. Ça fait plusieurs fois que vous avez porté plainte contre lui. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes soulagée? Alors oui, je suis soulagée évidemment, parce que je vois que ça avance, et alors il y a eu quand même aussi, je crois, plus de 30 arrestations en plus. Donc il y a 28 personnes qui vont être jugées au tribunal correctionnel en fin d'année. Et, en plus de Booba. En plus de Booba, tout à fait. Et puis voilà, maintenant, après, c'est vrai que là, il y a ce contrôle judiciaire où je me suis dit, ça y est, enfin, je vais pouvoir retrouver un semblant de vie normale. Et puis, malgré ça, non, il a repris son Twitter hier soir. Et il a reposté un message. TikTok. Peut-être qu'on peut regarder le message qu'il a posté. C'était hier soir. Une dizaine ou une quinzaine en rentrant du tribunal. On regarde. Je sors du tribunal, interrogé sur des faits de menaces de mort, de cyberharcèlement et de recettes de biens. Comme vous le voyez, je suis en liberté, tout va bien, un piraterie n'est jamais fini. Sauf que j'ai envie de dire, je vous entends évidemment, et c'est une victoire pour vous évidemment, cette mise en examen de Booba. Mais lui aussi, il a sa victoire. J'ai l'impression que les deux ont un peu raison dans cette affaire-là. Hugo, alors les deux ont même plutôt tort. C'est-à-dire que vous avez tous les deux un leadership important. Toi, Magali, via tes influenceurs, et lui, via son Twitter, qui est vraiment une usine à gaz, parce qu'il a à peu près 6 millions, même plus, de soldats, parce qu'on peut appeler ça des soldats, puisqu'ils sont au garde à vous pour Booba. Et ce leadership, vous l'utilisez pour moi à mauvais escient. Puisque toi, Magali, c'est pour finalement influencer des jeunes qui sont parfois naïfs et vulnérables sur les réseaux pour vendre des produits qui sont parfois un peu limites. On connaît le dropshipping, enfin voilà, il y a pas mal de sujets. Quel genre de produits? Non, on veut savoir, moi je sais pas. Par exemple, on peut se retrouver à acheter via un influenceur des écouteurs qui valent 4 € sur AliExpress et qui sont vendus soi-disant à 70 € moins je sais pas combien de pourcents, ce qui permet d'avoir un prix à 30 €, mais en fait au bout du compte on se fait avoir. Mais il y a une loi en gros, qui a été votée, si je caricature, c'est ça. Il y a une loi qui a été votée début juin sur la question pour mieux encadrer ce travail des influenceurs. Mais il y a deux volets dans cette histoire qu'il ne faut pas mélanger. Avant ça, il y a eu toute une période prospère où les influenceurs se sont retrouvés à en profiter et à profiter de la naïveté des gens. Produits financiers même. Se retrouver à Dubaï, exilés fiscalement, avec plein d'avantages. Enfin, je pense que ce que dénonce aussi Booba, et finalement plein de gens qui en découvrant ça sont tombés des nues, c'est tout un système qui a prospéré pendant des années. Mais Hugo Manos, pardonnez-moi, il y a deux volets. Il y a le volet harcèlement qu'il a puni par la loi. Je l'ai déjà dit, c'est pareil à la maison. Désolé. Non, mais c'est intéressant. Mais il est important de rappeler que le harcèlement, c'est puni par la loi. Bien sûr. C'est puni par la loi. Et ensuite, il y a l'autre volet qui est les pratiques commerciales trompeuses. Et c'est là où Booba utilise mal son leadership en encourageant finalement ses followers à
a harcelé, et ça on le condamne, mais complètement, parce que le Donc les deux auteurs, on a bien compris, les deux auteurs. Qu'est-ce que vous répondez, Magali Berda? Je pense que vraiment le dossier, et je m'excuse parce que c'est mon dossier et c'est ma vie qui est aujourd'hui menacée depuis maintenant 16 mois, et la vie de mes enfants aussi et de ma famille, et on ne peut pas en faire n'importe quoi et en dire n'importe quoi. Mon dossier, c'est pas ça. C'est pas travailler. Je suis désolée, vous dites n'importe quoi. Tu dis, je t'aime, oui, tu le sais, mais là, c'est n'importe quoi parce que le dossier de Booba, si tu regardes, et il y a les interrogatoires apparemment qui sont sortis dans le Parisien ce matin, je sais pas comment ils ont eu, bref. Mais moi, j'ai été attaquée par Booba en mai 2017 et M. Grabli le sait, on en a déjà parlé sur un plateau, pour toute autre chose que les placements de produits. Ça n'a pas commencé comme ça. Donc ça, déjà, c'est pas la vérité. Il m'a pas attaqué sur les placements de produits. Il m'a attaqué sur mon physique, sur mes enfants, sur ma famille, sur toute autre chose. J'ai déposé une plainte pour harcèlement aggravé, menace de mort, qui a été prise en compte par le parquet. Et une enquête a été ouverte à l'OCLCH, qui est l'Office qui lutte contre les génocides, les crimes contre la race humaine. Cette enquête a été ouverte et elle a avancé, elle a très bien avancé. Quand c'est sorti, quand il a su que cette enquête avait été ouverte, 2 mois ou 1 mois et demi après, il y a cette vendetta qui est sortie sur les influenceurs. Il a trouvé cette idée, je ne sais comment, de justifier et de légitimer ces actes qui ont été faits au préalable. Donc déjà, chronologiquement, il n'est pas lanceur d'alerte, il n'a pas dénoncé quelque chose. Il m'a harcelé personnellement. Au final, oui, tout de même. Il m'a harcelé personnellement. Et ensuite, il a trouvé une parade pour justifier ses actes. Ce qui a pris, puisque c'est vrai qu'il y avait un sujet sur les influenceurs bien avant Booba. Il y a toujours eu un sujet là-dessus. J'ai moi-même alerté le ministre Bruno Le Maire par écrit et personnellement en 2021, bien avant. Et vous avez été entendu en avril par le Sénat. Tout à fait. Au moment où cette loi a été votée. Ce qui est triste, c'est qu'au moment où j'ai alerté, parce que j'étais professionnelle dans ce métier, donc j'ai vu qu'il y avait des failles, et au moment où j'ai alerté les personnes compétentes, on ne m'a pas écouté et on ne m'a pas prise au sérieux. Et j'ai alerté plusieurs fois, j'ai envoyé beaucoup de messages. D'ailleurs, ils l'ont reconnu, je crois, un journaliste, qu'à ce moment-là, ce n'était pas leur priorité. Donc ça, c'est ça. Tu as essayé d'être donneuse d'alerte, en fait. C'est toi la donneuse d'alerte. Je n'ai pas été donneuse d'alerte. Moi, j'ai appelé, j'ai dit, voilà, il y a un sujet, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dans l'influence. Tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi, il n'y a pas de règles. Il serait temps de... Mais est-ce que vous avez fait un peu tout et n'importe quoi? C'est ça la question. Est-ce que vous avez effectivement dans votre agence des influenceurs qui ont, on va dire, menti sur les articles qu'ils proposaient, qui ont tenté de berner leurs fans? Je vais être très transparente. Je pense que tout le monde a fait des erreurs. Je pense que nous ne sommes pas les plus graves. Pourquoi? Parce que les contrôles de la répression des fraudes qui ont eu lieu, où il y a eu des résultats aujourd'hui qui ont été communiqués à la répression des fraudes, il n'y a pas de placement de produits qui concerne l'agence que j'ai fondée. Donc, c'est quand même hallucinant qu'aujourd'hui, j'ai été mise sur un bûcher vivant à brûler, alors que les 60 personnes qui ont été épinglées n'ont pas été épinglées pour un placement de produit qui est sorti de notre agence. Donc, c'est dur pour moi et c'est frustrant parce que j'ai alerté, on a été contrôlés, les influenceurs ont été contrôlés, il y en a qui ont été pas mal épinglés. Mais vous avez participé à la création de ce phénomène des influenceurs. Okay, vous avez professionnalisé vous avez participé. Non, vous avez le bon mot, professionnalisé. Oui. J'ai toujours demandé à le professionnaliser. Oui. Et vous avez dit la vérité. C'est-à-dire que j'ai demandé à être reçu. Qu'est-ce que vous en savez? Non, mais on voit aujourd'hui. Moi, je suis désolé qu'on voit tous ces gamins qui rêvent d'être devenir influenceurs. Enfin, cette société que vous avez participé à créer, moi, me fait peur. Mais la particularité de Magali, c'est que déjà, c'est pas n'importe quel influenceur. C'est des influenceurs qui sont uniquement presque issus de la télé-réalité. Issus de la télé-réalité, avec des comportements sur les réseaux sociaux qui sont limites, avec des produits comme par exemple Maëva Guénard, on s'en souvient, qui avait essayé de vendre un resserreur de vagin. Non, elle a rien vendu. C'était pas quoi C'était comment? C'était sur la chirurgie esthétique à ce moment-là. Oui, non, il y a aussi Sarah Frézou. Il y a plusieurs influenceurs qui ont essayé de vendre des produits. Non, elle n'a pas vendu des produits. Tu vas l'expliquer mieux que moi. Elle a juste parlé de ce qu'elle avait fait chez son gynécologue. C'était très maladroit, elle s'en expliquait, mais elle n'a pas vendu. Voilà. C'était pas un partenariat, c'était juste enfin, elle aurait dû réfléchir avant de le faire. Elle ne l'a pas fait, elle s'en est excusée. Voilà. Maintenant. Mais il y a plusieurs autres choses comme ça. Mais en fait, c'est un groupe d'influenceurs qui donne une mauvaise image de tout un métier, parce qu'il y a quand même des influenceurs qui font très bien leur boulot et qui n'ont aucun lien avec ce type de profil qui sont typiques de télé-réalité. C'est la méthode. Les influenceurs qui ont été épinglés par la répression des fraudes, bizarrement, ce ne sont pas que des influenceurs de télé-réalité. Il faut arrêter de focaliser sur les influenceurs de télé-réalité. C'est les plus connus. Je pense que vraiment, il y a eu de tout. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a eu des erreurs. C'est un nouveau métier.
métier. C'est quelque chose qu'il a fallu professionnaliser. Ce qui est dommage, c'est d'avoir sacrifié des êtres humains. On est en France, on n'a pas, c'est pas normal. Voilà. Et encore une fois, je le redis. Qui a été sacrifié? J'ai pas. Moi. Blanche, les rideaux. Blanche veut intervenir. Blanche. Il y a deux sujets, effectivement, qu'il faut, je crois, pas du tout mélanger et qui ont, par contre, un point commun, qui est notre capacité à réguler un certain nombre de dérives sur Internet et les réseaux sociaux. Et effectivement, il semblerait que la loi de juin 2023 qui a été adoptée fonctionne plutôt bien, puisque la DGCCRF, pardon, j'utilise un acronyme alors que j'étais la première à les condamner tout à l'heure, mais effectivement a déjà fait un certain nombre d'interventions, de vérifications pour effectivement se rendre compte si oui ou non il y avait des abus, il y avait du mensonge. Ils les ont fait avant Bouba. Hein. En plus, ils les ont fait, voilà. Ça fait longtemps, une loi avant d'être adoptée, ça met un temps fou. Et donc effectivement, l'initiative législative, elle était antérieure. Mais ce sujet-là, effectivement, j'ai l'impression qu'il a été appréhendé de façon plutôt positive et avec des vrais résultats, puisqu'on voit aujourd'hui que le marché, entre guillemets, se régule. Par contre, sur le cyberharcèlement, on voit à quel point on est démunis. Et ça, si on peut aussi aborder ce sujet-là. À cause de Twitter, on en a beaucoup parlé dans le cadre du harcèlement scolaire, en peut-être minimisant parfois l'impact qu'ont les réseaux sociaux et notre incapacité, en tout cas nos difficultés à les réguler aujourd'hui. Et ça, effectivement, c'est un sujet dont il faut absolument... Parce que là, ce que vous dénoncez, et c'est pour ça que vous l'accusez, c'est la méthode qu'il a employée. Alors, je précise quand même qu'on a essayé de joindre Bouba et son avocat. Évidemment. Il n'a pas voulu venir sur ce plateau. Mais il a publié un communiqué ce matin. Toute mon action a été motivée par un seul but, dénoncer les influenceurs, dénoncer l'arnaque. À aucun moment, je n'ai cherché à harceler ou menacer quiconque. J'assume mes actes et je suis confiant en la justice. J'ai l'intention de me battre sur tous les aspects de la procédure. Vous dites, Magali Berda, qu'il y a eu des menaces sur votre personne? Bah oui. Mais lui ou ses fans? Parce que ça n'est pas pareil. Les deux. Les deux. Moi, il y a un audio sur Twitter qui est sorti où il a fait un live Twitter où il a dit « Je vais la crever ». Ça a fait rire tout le monde. Il a dit non, je vais la crever. Il a balancé l'adresse de l'école de mes enfants. Il a balancé il m'a prêté une sextape. Voilà. Il a dit que j'étais le Mossad. Vous savez ce que ça engendre de dire que je suis le Mossad, hein, les services secrets israéliens, parce que je suis de confession. Ça, c'est évidemment répréhensible. Forcément, je suis liée au Mossad. C'est l'antisémitisme. Voilà. Ensuite, je crois qu'ils ont relevé, les enquêteurs, plus de 480 tweets de sa part, qui sont des tweets considérés comme étant des tweets d'harcèlement. Donc 480 tweets sur une seule et même personne, c'est quand même beaucoup. Ce qui a engendré derrière plus de 120 000 tweets avec menaces de mort, messages, appel à la décapitation, appel au viol, appel au suicide. Nous, il y a rien. Je m'excuse quand moi, ce qui me fait mal, c'est quand les gens disent le clash. Bouba Berda. Moi, j'ai pas demandé de clash. Moi, j'ai rien demandé, je le connais pas. J'ai jamais vu de ma vie. J'allais vous poser la question. Il y a des antécédents entre vous. Absolument. Parce qu'on se dit, mais comment une guerre comme ça peut se déclarer? Au fond, vous avez tous les deux, au début de cette séquence, je disais, vous avez tous les deux raison. Finalement, on en vient à dire, vous avez peut-être tous les deux tort. Mais il n'y a pas d'antécédents vous concernant. Je ne le connais pas. Et encore une fois, si j'ai un tort, eh bien, il sera réprimandé par la justice, mais il n'a pas à être réprimandé par un rappeur qui habite à l'autre bout du monde et avec qui je n'ai jamais travaillé, qui ne me connaît pas. Rappeur qui vit effectivement à l'autre bout du monde, mais qu'on surnomme le duc de Boulogne. Raphaël Grabli, ici, même sur BFM TV ce matin, vous avez tenté de résumer cette affaire. Est-ce que pour l'instant, on a à peu près dit ce qu'il fallait ? Oui, je pense qu'il faut vraiment faire extrêmement attention à séparer les deux affaires, parce qu'il y a deux phénomènes qui sont systémiques sur les réseaux sociaux. Un, les arnaques en ligne, et deux, le cyberharcèlement. Et dans les deux cas, il y a un point commun, c'est l'inconséquence totale des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, vous parliez des influenceurs qui ont été réprimandés par la DGCCRF. Ils sont quasiment tous sur Instagram. Combien de sanctions a pris Instagram? Zéro. C'est vrai. Au même titre que le compte de Bouba sur Twitter n'a jamais été censuré, modéré, etc. D'ailleurs, lui, il l'utilise comme argument. Il dit, si vraiment mes messages avaient été problématiques, Twitter m'aurait retiré mes messages. Mais ça vaut aussi pour les arnaques. Dans tous les cas, les utilisateurs, qu'on soit influenceurs, qu'on cyberharcèle, on se dit, après tout, je suis légitimé, puisque si la plateforme m'autorise à faire quelque chose, c'est peut-être que c'est la loi quelque part. Après, ce qui est souvent faux. Si X devait bannir tous ses utilisateurs
qui utilisent des termes vulgaires, qui sont dans l'invective, en fait, la plateforme n'existerait plus parce que moi, je n'encourage pas du tout. Mais quand on ouvre Twitter et quand on a un personnage public en plus, on est sûr à 100% de trouver, à chaque fois qu'on intervient sur n'importe quel sujet médiatiquement, des dizaines et des dizaines de tweets qui vont nous insulter. Malheureusement, c'est l'essence même de cette plateforme. C'est comme l'argument de la supprimer. C'est comme l'argument de la jupe trop courte. On ne peut pas dire c'est vous qui l'avez provoqué parce que vous êtes une personne publique. Moi, j'encourage pas d'aller sur Twitter et d'insulter qui que ce soit. Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une loi qui est la même pour tous. On n'a pas le droit de cyberharceler, on n'a pas le droit d'escroquer les gens en ligne. Et il y a quelque chose qui manque, c'est la responsabilité légale de ces plateformes qui est totalement absente. Pourquoi ? Parce que ces plateformes sont basées à l'étranger et pénalement, elles ne risquent rien en France. On en avait déjà parlé au moment de l'assassinat de Samuel Paty. Il y a des avocats qui avaient demandé, notamment je pense à Richard Malka, qui avait demandé à ce qu'il y ait une responsabilité légale. Il y a eu un règlement européen, le DSA, qui ne s'attaque pas à ce problème. Donc les plateformes ne sont pas... Au Royaume-Uni, il y a les parents d'une petite Molly, 14 ans, qui s'était suicidée et dont les parents avaient porté plainte contre les réseaux sociaux parce que, à cause des algorithmes, etc., elle s'était retrouvée avec plein de messages qui l'incitaient à se suicider, en gros, et ils avaient remporté le dossier. Donc c'est en cours. Et mais au niveau européen, malheureusement, il n'y a pas de responsabilité devant la justice et donc on ne peut pas s'attaquer à ces plateformes. Et je dis ça parce que Magali Berda a déposé une plainte contre Twitter, Irlande, parce que Twitter en fait est en Irlande. Alors, pour payer moins d'impôts. Ça va être pour payer moins d'impôts, mais aussi pour échapper aux juridictions locales. Et ça va être un combat extrêmement long. Et à mon avis, Twitter fera appel. Si vous gagnez en première instance, ils feront appel. Si vous gagnez en appel, ils iront en cassation. Si la cassation confirme l'appel, ils iront devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ils jouent aussi la montre. Je reviens un peu à vous, Magali Berda, aussi, parce que c'est vrai qu'on l'a dit, c'est une victoire pour vous, le fait que Bouba soit mis en examen, qu'il soit mis sous contrôle judiciaire. Mais vous aussi, vous êtes toujours sous contrôle judiciaire. Vous aussi, vous avez été mis en examen, condamné. Non, je ne suis pas mise en examen, moi. Vous avez été condamné déjà. J'ai eu une condamnation d'une affaire qui date de 2015. Peu importe la date, vous avez été condamné. Comme vous, j'avais envie de dire. Non, je n'ai pas été condamné, moi non, pas comme moi. Avec une assistante, avec une collaboratrice. Ah non, tu te en fait, non, j'ai jamais été condamné. J'ai vu ça par vous sur les réseaux, moi. C'est Twitter, parfois ça dit des Il ne faut pas croire ce qu'il y a sur les réseaux. J'ai vu ça avec votre ancienne collaboratrice. Quelle ancienne collaboratrice? Il n'y a pas eu une affaire avec une ancienne collaboratrice. Ah, avec Catherine Barma, vous voulez dire, la productrice Catherine Barma. Oh là là, c'est tout autre. Vous voyez, c'est tout autre chose. Non, mais Et vous avez été placé en garde à vue quand même ces derniers jours pour des suspicions de banqueroute et de blanchiment qui remontent à 2014. Mais c'est pas tout à fait la même chose, voyez. Mais vous savez, ça veut rien dire. Maintenant, j'ai pas encore été condamnée pour ça. Je serai jugée le 18 décembre. Tout à fait, je répondrai. J'ai répondu aux enquêteurs. Moi, je me suis présentée à ma convocation, contrairement à Bouba qui ne s'est pas présenté 3 fois. Mais donc vous êtes bien sous contrôle judiciaire, vous m'avez pas répondu. Bien sûr. Oui, voilà. Match nul. J'ai envie de dire match nul. Il est sous contrôle judiciaire, vous aussi. Alors oui, je suis sous contrôle judiciaire, si ça peut vous faire plaisir de le dire. Non, mais ça me fait pas plaisir. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais j'ai pas de problème, je l'ai dit sur mes réseaux sociaux hier, j'ai aucun souci. Moi, j'assume. J'ai été convoquée par la police pour des faits qui remontent à 2014. J'ai répondu à leurs questions. Je suis convoquée devant un juge, je vais me battre et je vais me défendre. Maintenant. Mais lui aussi, vous voyez ce que je veux dire, c'est la justice qui fera son travail. Très bien, mais moi j'ai menacé de mort personne en fait. Et je n'harcèle pas quelqu'un. Ça c'est vrai. Je m'en prends pas à vous, par exemple, pour votre passé ou pour ce que vous avez pu faire. Je m'en prendrai jamais à vous parce que je ne suis pas là pour vous juger et je ne suis pas. Qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? Non, mais vous, madame, ou n'importe qui ici, en fait, on ne juge pas on n'a pas à se comporter comme la police quand on n'est pas la police. On n'a pas à se comporter comme un juge quand on n'est pas un juge. Les réseaux sociaux, c'est pas une zone. Il dit Bouba, et c'était dans son communiqué hier, qu'il a voulu dénoncer l'injustice, la lâcheté, la culture du vide et de l'arnaque. S'il a dénoncé des arnaqueurs, après tout, quand même, ça c'est plutôt positif. Ça passe par des menaces de mort. Je ne suis pas poursuivie pour quelconque placement de produits frauduleux, d'accord? Je n'ai aucune poursuite là-dessus. Donc je vois pas pourquoi on s'en prend à moi, premièrement. Et deuxièmement, excusez-moi, mais diffuser l'adresse de l'école de mes enfants. Ça, on est d'accord, mais ça, on l'a dit. Voilà. Ensuite, non, mais on l'a dit, mais on le dit pas parce qu'on revient sur une affaire qui me concerne de 2014. Donc en fait, on le dit pas parce que moi, je vous assure que on ne peut pas aujourd'hui légitimer un cyberharceleur. Il y a des gens qui se suicident. Un cyberharceleur qui va jusqu'à la mort. Voilà. Une affaire de 2014 d'une entreprise. Eh ben, je dois dire que si je dois répondre, je répondrai. Vous assumerez. Voilà, mais complètement. Mais lui aussi, c'est ce qu'il dit, il assumera. Églantine Delalleux, ça vous intéresse, ce sujet? Et moi, c'est ma génération, j'ai 26 ans, donc je vous suis. Mais vous recevez à peu près combien de messages au quotidien? De menaces, de haine?
On parlait tout à l'heure de 120 000 à un moment donné, un énorme raid numérique. On a arrêté de compter il y a 3 mois à peu près. On était à plus de 120 ou 100, je sais même plus. Là, ça y est en fait. Moi, ce que j'aurais aimé... Hier, Booba, même s'il a été hier, entre son TikTok, mis en examen, son Instagram, parce qu'il a réouvert un compte Instagram, et son compte Twitter, il a fait, je crois, entre 10 et 15 posts sur moi, me concernant, alors qu'il sort d'un contrôle judiciaire. Donc, c'est compliqué pour moi, parce que je me dis, c'est quand la fin? Et de ça a découlé encore des menaces de mort, des menaces qu'on a transmises, bien évidemment. Là, cela pose la question, en fait, de la responsabilité des gens qui ont beaucoup de suiveurs, de followers. Ça, bien sûr. C'est-à-dire que c'est une meute. Et en fait, il y a une sorte de délégation de la haine. Oui. Parce qu'une personne aussi puissante, grâce à son nombre de followers comme Booba, peut simplement évoquer quelque chose, ne pas se mettre, lui, dans l'illégalité, mais finalement inciter les gens qui le suivent à se mettre dans l'illégalité. J'ai essayé de dire que lui n'a peut-être pas commis les mêmes erreurs que l'ont fait ses fans. Les conséquences possibles de ses actes. Mais voilà, pour en revenir un petit peu à la question du harcèlement scolaire, si les adultes prescripteurs donne ce type d'exemple, comment est-ce qu'on peut réussir à résoudre le problème chez des enfants de 8, 12 ou 15 ans. En fait, si nous, les adultes, on n'est pas capable de gérer ces sujets-là... Ça, c'est une bonne remarque. Comment est-ce qu'on peut donner des leçons de conduite et de morale aux enfants? En fait, on ne peut pas, on n'est pas crédible. Et donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas le faire. On n'a pas laissé terminer Églantine Delalleux. Je pense que c'est une histoire qui symbolise aujourd'hui notre société, notre génération. On a les influenceurs, les lanceurs d'alerte, on a la justice qui se fait sur les réseaux sociaux. Et donc, quand même... Est-ce que c'est plus calme sur Instagram que sur Twitter? Alors moi, toutes les menaces de mort, quasiment, je les reçois beaucoup sur Instagram en message privé. Parce qu'il était banni, il faut rappeler, il était banni d'Instagram pendant un petit moment. Et il a 6 millions d'abonnés sur Twitter. Et sur Twitter, c'est beaucoup de commentaires, de trucs sales, de montages, de trucs ignobles. Maintenant... j'ai juste envie de dire quelque chose qui me tient à cœur, mais à chaque fois que je vais dans un plateau où je réponds à des questions, parce que c'est important de défendre ma cause, parce que le cyberharcèlement me touche, mais touche énormément de gens, et pour savoir ce que je vous dis, c'est un drame. Pour moi, le cyberharcèlement, c'est criminel. Je vais juste répondre une dernière fois à quelque chose par rapport à une condamnation. Moi, j'ai un casier judiciaire, j'ai eu une condamnation, d'accord? À chaque fois que je vais quelque part, on me parle de cette condamnation, qui est une affaire qui remonte à presque 10 ans. Booba, il a un casier avec je ne sais combien de condamnations dedans. Je crois 4, 5 ou voire 6, d'accord? Et personne n'en parle. Et vous avez raison de ne pas en parler, parce que ce n'est pas le sujet. Mais moi, à chaque fois que je vais quelque part, on me le met dans la tête. Et ce n'est pas juste. On n'est pas sur un système d'égalité. Voilà. C'est pas... J'ai des faits qui sont en cours. Aujourd'hui, lui, il a des faits qui sont en cours actuellement. Moi, c'est quelque chose qui remonte à il y a longtemps. Et est-ce qu'aujourd'hui, on parle de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peur? Oui, j'ai peur. Vous savez pour qui j'ai peur? Pour mes enfants. J'ai peur pour mes enfants. Il a pourtant des enfants, lui aussi. Vous avez essayé d'aller sur ce terrain. Est-ce que vous avez essayé de communiquer? Est-ce que vous avez essayé de communiquer directement avec lui, de vous parler au fond? Un jour, j'ai écrit sur Instagram, je t'en supplie, arrête, mes enfants sont en danger de mort. On n'arrête pas de recevoir des appels de menaces, de décapitation, etc. Je t'en supplie. J'ai supplié un homme, moi, à 40 ans. Vous savez déjà à quel point c'est frustrant de supplier un homme à 40 ans. C'est horrible, en fait. Je le supplie de me foutre la paix. Il a répondu, au plus tu agonises et au plus ça m'excite. Qu'est-ce que vous voulez débattre? J'ai envie de vous dire, quand c'est pareil, à chaque fois on me pose la question, est-ce que tu veux débattre? C'est ça le problème du cyberharcèlement, c'est que c'est virtuel. On ne se rend pas compte des dégâts psychologiques que ça crée, contrairement à une agression physique. C'est toujours. Voilà. Donc là... Quand à chaque fois on me dit « mais pourquoi tu ne parles pas avec lui ?» Eh ben, je réponds toujours la même chose. Moi, j'ai l'impression, et excusez-moi, je vais peser mes mots, de me faire massacrer de coups tous les jours du matin au soir. Des coups. J'aurais préféré qu'il m'attrape physiquement une fois pendant 15 minutes, qu'il me mette des coups physiquement et qu'il m'oublie et qu'il me laisse tranquille. Personne ne souhaite ça pour vous. Parce que ça dure 16 mois. Ça fait 16 mois toutes les secondes et toutes les minutes. Et est-ce que vous croyez quelqu'un qui s'est fait casser la figure ou agresser sexuellement ou agressé tout court, on lui dit est-ce que tu es d'accord de faire un débat avec ton agresseur? Eh ben non, parce que ça nous viendrait même pas à l'esprit. Mais dans le cyberharcèlement, on légitime, tout est facile, c'est pas grave. Tu veux débattre? Je pourrais même pas le regarder dans les yeux, je peux pas. Raphaël Gravy. Oui, très rapidement, vous parliez aussi d'autres accusés qui vont passer dans la justice, accusés de cyberharcèlement aux côtés de Booba. Et je pense que c'est important de rappeler ça aussi. C'est contrairement à ce qu'on croit et ce que parfois veulent nous faire croire certains politiques, il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux. On finit par retrouver les gens parce que si les plateformes coopèrent, et maintenant elles le font un peu mieux, quand les autorités demandent à avoir l'adresse IP d'un internaute qui a publié tel ou tel message,
en général, l'internaute est identifié. Oui. Et on l'a vu dans votre cas, on l'a vu par exemple dans le cas du cyberharcèlement de Oshi, la chanteuse aussi, il y a eu des condamnations de la prison ferme. Donc je pense qu'il faut rappeler aussi que contrairement à ce qu'on peut penser parfois, il n'y a pas d'anonymat en ligne, on a un pseudonyme, mais on peut être retrouvé. Mais oui, mais il y a un sentiment d'impunité d'ailleurs quand on voit les 28 autres les 28 autres prévenus qui vont être jugés aussi devant le tribunal, ils ont des profils complètement variés, des hommes et des femmes qui vivent partout en France, qui pour certains n'ont absolument pas de casier judiciaire, d'autres en ont. Bon voilà, mais c'est peut-être des gens qui n'ont pas imaginé l'impact que ça avait. Si je peux me permettre, il me semble, parce que j'ai reçu mes avis à victimes, donc j'ai eu les identités de mes agresseurs. Il n'y a que 2 ou 3 femmes sur quasiment 30. C'est tout. Et ils sont tous majeurs. On a tendance à relativiser aussi en disant non, ce sont que des gamins. Moi, quand ça a commencé, on m'a dit t'inquiète pas, c'est que des gosses, ils te feront rien. Eh bien, il n'y a pas un seul mineur qui a été arrêté. Ce ne sont que des adultes de moyenne d'âge 25 à 35. On doit conclure. On va regretter évidemment les conséquences tragiques que ça a pu avoir pour vous, mais on va garder l'aspect positif des choses. J'en vois 2. Lui aura finalement réussi à lutter contre, on va dire, les arnaques des influenceurs, et vous aurez réussi à lutter contre le cyberharcèlement, je n'arrivais pas à le dire. Et ça, c'est au moins les 2 choses positives qu'on peut conclure et tirer de cette affaire. Merci en tout cas à tous les 6 d'avoir accepté de participer à cette émission.